Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir tout le monde, merci Jean-Paul. Effectivement, ce film, on le voit assez peu souvent. Et alors, c'est valable pour tous les films d'être meilleur sur grand écran, mais là, vous allez voir pourquoi en particulier. En fait, il date de 63, mais c'est d'abord, par rapport à tout ce qu'on a vu de Billy Wilder, c'est un film en couleur. Billy Wilder était très réticent quant à la couleur. Vous vous souvenez que certains l'aiment chaud, on se disait mais Marilyn, elle aurait pu être en couleur, etc. Il y a eu 7 ans de réflexion qu'il a fait quand même dans un autre studio. Et là, c'est donc un usage de la couleur, vous allez voir, très particulier, et notamment avec aussi tout le travail sur le décor qui a coûté proportionnellement très, très cher pour 12% du budget de production exactement. Mais c'est un film qui a été un succès commercial aussi important, je crois, que certains l'aiment chaud, mais dont Billy Wilder était moins satisfait. On pourra voir éventuellement pourquoi. Mais en tout cas, il est paradoxal d'emblée à sa naissance, puisque en fait, c'était une comédie musicale pour la scène. Française, les harengs terribles, d'ailleurs au début le texte s'appelait comme ça, par le français qu'il avait écrit, et puis donc ça c'était en 56, donc il a été joué, puis ensuite il a été repris avec un autre casting à Londres, puis avec un peu moins de succès à Broadway, et évidemment Billy Wilder, quand il arrive là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il dit moi je vais enlever les morceaux musicaux. Moi, la comédie musicale, en fait, non. Je vous ai dit que Billy Wilder avait tourné des films de plein de genres différents, mais il y a 2 genres dans lesquels il estime qu'il n'a pas les compétences suffisantes, puis ça l'embête de devoir être aussi minutieux avec les playbacks, etc., qui sont d'une part le western, et on peut comprendre pourquoi, d'une certaine façon, avec son ascendance européenne, c'est assez lointain pour lui, même s'il aime les regarder, et d'autre part la comédie musicale. Donc c'est assez étonnant parce que le succès d'Irma la Douce, c'était d'abord une comédie musicale. Donc voilà, qu'est-ce que fait Billy Wilder avec ce matériau-là quand il en enlève la musique, à une toute petite exception près, je vous laisse la découvrir. Sur le casting, là maintenant Jack Lemmon, on le connaît, on l'a vu, Billy Wilder aime faire appel à lui, c'est son choix premier, et il vient de tourner avant, il y a eu la parenthèse 1, 2, 3 juste avant, mais avant son grand film qui est La Garçonnière, The Apartment, donc déjà avec ce couple, Jack Lemmon et Shirley MacLaine. Shirley MacLaine étant pour ce film-ci un choix moins premier. Il avait essayé d'obtenir Elizabeth Taylor et même Marilyn Monroe, qui en fait est morte une semaine avant le tournage, mais qui avait de toute façon décliné le rôle. Pour des éléments comme ça de genèse, et puis bien sûr on parlera du cœur du film et de la prostitution chez Wilder, parce que c'est un gros dossier. J'espère que le film vous plaira, et à tout à l'heure. Ce qui me frappe à le revoir, 2 choses, c'est qu'il est à la fois l'un des moins connus aujourd'hui, qui est le moins resté, disons peut-être, de Wilder, et en même temps, il a un côté somme. Donc si vous avez vu les autres qu'on a montrés, et puis si vous avez même certains l'aiment chaud en tête, évidemment, il y a des scènes quasiment similaires, notamment celle du panier à salade, qui déjà provenait plus ou moins des Marx Brothers, mais vous vous souvenez donc de la scène de la couchette dans certains l'aiment chaud, avec toutes ces femmes autour de Jack Lemmon, et lui travesti et ayant peur de se faire découvrir, entre guillemets, comme homme. Donc évidemment, il y a énormément de points communs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont un peu chauffés au rouge d'une certaine façon. Alors je disais usage de la couleur, vous avez vu du Technicolor, avec comme par hasard le choix des halles. Alors dans le texte dont ça s'inspire, donc la première version française d'Irma la Douce, c'était à Montmartre. Et finalement, le choix
de déplacer le lieu aux Halles est assez intéressant. Alors d'une part, vous avez vu que c'est reconstitué complètement en studio. Alexandre Trauner savait très bien le reconstituer, et puis surtout ça aurait coûté, en réalité, ça aurait été impossible de le faire aux Halles vraiment à Paris selon lui. Il habitait pas loin, il savait de quoi il parlait. Mais évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est presque, alors deux choses. D'abord, l'artificialité que ça provoque sur toute l'esthétique du film, ces couleurs, ce côté, on sent bien que tout ça est un pari de studio, sauf certains plans, et plus on va vers la fin, plus on a l'impression que le pari réel est là, mais la première découverte de Paris, c'est du cliché, et ça, c'est, par rapport à Wilder en général, c'est quelqu'un qui travaille avec le cliché, qui n'essaye pas d'emblée, frontalement d'être original, mais qui au contraire prend à bras le corps la vulgarité, le cliché, le stéréotype en fait. Je vous rappelle évidemment qu'il est européen, donc c'est-à-dire qu'il internalise d'une certaine façon, il a intégré des stéréotypes sur la France, sur Paris, sur l'Europe, etc., sur les Britanniques. Voilà, donc il travaille avec tout ça. Ce qui est assez osé parce que, alors je sais, vous me direz si vous avez apprécié ou non le film, mais évidemment, travailler avec des clichés, des stéréotypes, c'est toujours un peu dangereux. C'est un matériau explosif, c'est un matériau qui risque de faire, alors soit la chromo des Halles de Paris, des prostituées, finalement charmantes, etc. Enfin bon, voilà, tous les clichés du pseudo amoralisme, disons, français. Donc voilà, on peut complètement s'aliéner son public aussi parce qu'il faut une texture à laquelle s'accrocher. Mais ce qui est intéressant dans le traitement particulier qui est fait du décor et de la couleur et des costumes aussi dans le film et des accessoires, c'est que justement cet artifice s'ancre dans quelque chose de très matériel. C'est-à-dire qu'il y a des textures, il y a des matières, me semble-t-il, dont on se souvient. Et qui ne sont pas réalistes, effectivement, mais qui ne sont pas non plus dans ce que Wilder détestait, c'est-à-dire une forme de vulgarité, mais aguicheuse pour le spectateur. C'est pas ce travail-là. Et ce qui est fait, me semble-t-il, par exemple, autour du vert. Le fait que le vert, cette couleur qui est associée tout le temps à elle, au point qu'elle pense habiller sa fille, bon, ça fait froid dans le dos, évidemment, sur la reproduction du devenir marchandise de la femme. Hein. Si vous êtes venu voir pendant le cycle comédie musicale Gigi, hein, c'est un peu de ça dont on avait parlé, hein, de l'école des femmes, enfin comment élever des futures femmes prostituées. Hein. Voilà, c'était déjà une question. Mais donc le vert associé à elle, vous remarquerez par exemple que c'est pas juste qu'elle est tout le temps en vert, c'est que c'est du vert plus transparent, c'est-à-dire les bas, la lingerie qu'elle a, comment on appelle ça, la liquette qu'elle s'achète et que l'autre ne regarde pas. Bon, il y a tout un jeu comme ça sur la transparence et puis qui entre qui fait sens avec le fait que par exemple lui, il a sa pudeur, il met tout de suite le journal, le papier journal pour cacher sur la fenêtre, etc. C'est des choses qu'on relit pas forcément comme ça, mais qui finissent par faire système. Et puis surtout, ce choix des Halles, je pense que c'est aussi très bien vu du point de vue de cette matière, de cette matérialité. Au fond, c'est vraiment un matérialiste, Wilder, un matérialiste dans le sens où tous ces cochons, ces têtes de cette viande, ces choux, etc., ont une existence très forte. Alors d'ailleurs, ils ne sont pas tous réels, puisque se posait le problème pour le décorateur qu'en fait, il avait déjà travaillé sur un autre film dans les Halles et que en fait, tout ça pourrissait très vite. Et donc, il a fait faire des moulages. Donc, heureusement, toutes les carcasses ne sont pas réelles dans le film, mais évidemment qu'il y a un côté... c'est pas... comment on appelle ça enfin, quand on le voit substituer une tête de porc à sa propre tête, enfin, du point de vue plastique et presque de la symbolique, c'est extrêmement marquant. Et le film parle quand même aussi de ça, c'est-à-dire de la chair, du commerce de la chair. Donc, évidemment, la viande aux Halles et la prostitution. Le rapprochement est à la fois, on pourrait dire, grossier d'une certaine façon, et en même temps
là encore, Wilder ne se préoccupe pas d'être subtil. C'est pas ça son affaire, ni esthétiquement, ni moralement. C'est pas la question d'être fin. Et en fait, ce rapprochement, ce matérialisme, à mon avis, va jusqu'à justement sa pensée de la circulation de l'argent, et qui est quelque chose de très mis en avant dans ce film-là, mais qui, je vous l'avais dit pour d'autres de ses films, y compris son premier film américain, cette histoire dont je vous avais parlé de Ginger Rogers, qui, pour payer son billet de train demi-tarif, se déguise en petite fille de 12 ans, etc. Et il y a en plus une aventure qu'elle a avec un homme dans le train. Donc voilà, on frôle quelque chose de quasi prostitutionnel, mais de manière encore très... voilà, très, très lointaine. Ici, on y est. Enfin, là, on aborde ça de front, et en plus, on a cette proximité des halles. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est donc dans un système économique qui est ici pensé, enfin une espèce de peut-être de vulgate marxiste, je ne sais pas, donc par ce fameux professeur, ancien professeur de la Sorbonne, qui est le personnage de Moustache. Mais donc, voilà, qui expose la circulation de l'argent, avec l'histoire des 500 francs qui sont censés revenir à à la case départ. Et évidemment, en fait, c'est pas comme ça, puisque ce qui ne fonctionne pas dans le système, c'est que le prolétariat doit mourir, doit s'épuiser au travail, en fait. C'est-à-dire on pourrait dire, il a inventé un système tout à fait capitaliste, disons, sans reste, enfin, qui devrait fonctionner comme un joueur, comme un joueur qui aurait une martingale. Et puis, en fait, il a oublié le travail. Or, qu'est-ce qu'on voit du travail dans le film? Alors, vous pouvez me contredire, je le dis comme ça, mais moi je le perçois comme ça, mais c'est qu'en fait, il y a je trouve assez beau cette symétrie qu'il y a entre elle qui travaille en tant que travailleuse du sexe, on dirait aujourd'hui, et lui qui travaille, qui s'épuise aussi à un métier entièrement physique quand il porte toutes ces carcasses et ces choux. Et je trouve que voilà, là encore, il y a en fait la vraie circulation, les vrais vases communicants, ils sont moins entre ces billets qui sont censés revenir à la case départ, que entre son travail à elle, qui baisse, puisqu'elle a ce client unique, et son travail à lui, qui la nuit augmente jusqu'à ce qu'il puisse plus en fait faire l'amour. Donc c'est une espèce d'économie libidinale aussi, puisque du coup le cœur même de leur relation désirante ne peut plus fonctionner. Donc je trouve que ça c'est quand même quelque chose de très construit et de très vibrant, disons, dans le film. C'est pas juste une petite allusion lors d'un dialogue, c'est vraiment tissé tout au cours du film, y compris donc dans l'autre grand motif, on pourrait dire, de Wilder, c'est-à-dire bien sûr le travestissement. Là, on va très très loin dans le délire total, puisque évidemment, au centre, comme d'une certaine façon dans certains Lem Show, c'est évident que d'un point de vue vraisemblable, même si elle dit « moi je suis pas très bonne pour reconnaître les gens », elle le dit au début pour les « I'm not very good with faces », bon, évidemment qu'elle aurait dû reconnaître, y compris dans l'acte le plus intime, elle ne reconnaît pas son amant sous les traits de Lord X, mais évidemment, ce n'est pas la question du film qui travaille le travestissement à tel point que on se dit rétrospectivement que tout le monde est travesti et que finalement, la représentation des prostituées, c'est aussi un stéréotype, disons, de la femme qui est montré comme tel, c'est-à-dire comme un costume au même titre que le faux lord britannique ou le policier. Il me semble qu'on est à ce niveau de délire, ou d'artifice, et non pas une représentation réaliste. Alors il y a des petits... Là où c'est subtil, c'est qu'il y a des petites saillies justement un peu ironiques, un peu parodiques, de mélodrames des bas-fonds, d'une certaine façon, puisque lui, quand il se met à travailler, on pense à ça, c'est-à-dire qu'on pense à une vraie situation mélodramatique, qui serait obligé de se tuer au travail pour pas que sa compagne retourne sur le trottoir.
Et en même temps, cette situation-là pathétique, on pourrait dire, on voit qu'il ne va pas tenir le coup et qu'il il va vraiment pas y arriver physiquement, ça renvoie au tout début, quand elle raconte ses histoires aux clients. Vous vous souvenez, juste avant le générique et pendant le générique, où elle dit « Ah là, j'ai dû faire ça pour nourrir mon petit chien, pour nourrir ma petite sœur, etc. » Elle fait pleurer, elle joue les Cosettes. Et finalement, cette histoire qui au début est montrée comme un mensonge éhonté et vénal pour avoir plus d'argent de ses clients, on le retrouve à un autre point de la spirale du récit, mais cette fois-ci, c'est lui et il ne peut pas le dire. C'est une histoire que nous, on voit, mais qui est indicible, qui ne peut pas lui raconter. D'où le fait que je pense que le film travaille aussi ça, c'est-à-dire que les histoires et les travestissements, là on voit que c'est Wilder, disons, mise à nu, disons, dans son esthétique, puisque la réplique récurrente, « But that's another story », mais c'est une autre histoire, qui ne marche pas tellement du point de vue du gag. Enfin, le film ne fait pas rire comme peut faire rire certains lame shows. Il y a quelque chose de plus long, de moins rythmé d'une certaine façon. Mais il y a quand même cette réplique récurrente. Et quand on y pense, bien sûr que celui qui dit cela, c'est quelqu'un qui se travestit en permanence, mais uniquement dans le langage. Il dit « j'étais ci, j'étais ça, j'étais tous les métiers du monde et non pas le plus vieux métier du monde ». Et en même temps, il est relié, bien sûr, à la prostituée, puisque au tout début, on voit que c'est elle qui donne des histoires. Et donc, il y a un lien entre, on dirait aujourd'hui, le storytelling, ce qu'elle a toutes ces histoires qu'elle livre pour avoir plus d'argent. C'est l'équivalent du travestissement, d'une certaine façon. Et évidemment que c'est une réflexion pour Wilder sur la fiction, sur ce que lui-même fait quand il raconte des histoires. Et évidemment aussi, me semble-t-il, il me semble que le film... Alors, vous me direz, de même que l'anneau à la fin est mis au doigt de l'épousée juste au moment où elle va accoucher, c'est-à-dire que l'enfant qui naît est légitime, mais alors vraiment de justesse, in extremis, et c'est pour ça qu'il faut que le prêtre aille plus vite en latin. De même, on pourrait se dire, mais le film échappe tout juste à la censure, parce que c'est quand même assez cru, assez gonflé, mais c'est passé parce qu'on sauve une prostituée de la rue. Donc on ne regarde pas trop aux détails, c'est quand même très, très incroyablement hypocrite, mais donc il a eu, à l'époque, c'était des lettres ABC, il a eu B, alors que Embrasse-moi idiot, par exemple, que fera plus tard Wilder, où il y a aussi une histoire de prostitution, un mari qui loue les services d'une prostituée pour jouer sa femme, pour pouvoir en fait la donner entre guillemets à quelqu'un dont il pense qu'il pourrait faire que ses chansons deviennent célèbres. Enfin bon, c'est tout un micmac. Celui-là, Embrasse-moi idiot, il aura un C par la censure. Donc je pense que le film parle à la censure aussi. D'une certaine façon, notamment, j'avais noté cette phrase. D'abord, je ne sais pas si vous avez entendu le nom, l'acronyme de l'association des macros parisiens, c'est la MPPA. Si vous connaissez un peu Hollywood, la MPAA, c'est donc on n'est pas loin au niveau de l'acronyme, c'est l'équivalent du CNC, du Centre national du cinéma à Hollywood. Je pense qu'il y a quand même des pics qui auraient dû vraiment passer. Bon, j'avais noté d'autres, évidemment, là, je ne vais pas retrouver. Mais je pense que de même que Lubitsch, d'une certaine façon, et Capra, par exemple, dans New York, Miami, ont réfléchi à la censure concernant la sexualité et ont même mis à l'intérieur de leurs films des dialogues ou des situations qui étaient clairement une réflexion sur la censure, voire un message à la censure. Il me semble que c'est le cas aussi. Voilà, je vous laisse parler parce que c'est trop long de tenir le micro comme ça. Bon, je commence alors. Merci pour tout ce que tu as dit, c'était hyper intéressant. Moi, en revoyant le film, je le trouve vraiment extraordinaire. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu disais sur la matière, en fait, parce que effectivement le film est tellement artificiel qu'on pourrait trouver ça ridicule,
mais en même temps, la matière en fait de tous les décors en fait est tellement belle que du coup, on oublie complètement le fait que ce n'est pas les halles, les vraies halles en fait. Enfin, ça prend une autre dimension. C'est bizarre parce que je me souviens que tu disais que dans Gigi, tu trouvais les costumes et tout le travail sur les couleurs, donc Gigi de Minelli, extraordinaire. Mais je ne sais pas si tout le monde a le même ressenti là-dessus, parce que c'est agressif quand même. Alors je ne sais pas, on va voir. Comme artifice, je veux dire. Mais alors, enfin, en tout cas, juste pour finir, ce que je voulais dire, c'est que partant de là, en fait, le film, je le trouve vraiment fascinant, parce qu'il y a ce côté, voilà, comme tu dis, très matériel. Et pourtant, il glisse en fait bizarrement vers le fantastique à la fin. Le plan final, oui. Et ouais, mais même en fait tous ces trucs absolument invraisemblables, voilà lui qui sort de l'eau, etc. Et puis évidemment le plan final. Et moi j'aime beaucoup ça en fait dans le film. Je trouve ça c'est presque émouvant. En fait. Je sais pas comment dire. Oui, parce que il me semble que l'émergence, l'idée de le faire émerger, par exemple, du mont de charge. Moi, en plus ces trappes là, moi je les vois sur les trottoirs américains, il y en a beaucoup, mais en France, elles sont pas comme ça. Si, il y en a aussi. Bon. Ouais, elles sont à l'intérieur, c'est ça. Oui. Voilà, alors qu'il y en a encore plein à New York, dehors, elles sont dehors. Bon bref, enfin, Trôneur était complètement parisien, et donc, sauf qu'il fallait ça, il fallait que ce soit dehors. Mais le fait qu'il émerge comme ça, c'est comme une espèce de combinaison parfaite entre un extrême réalisme, parce que les gens, en tout cas les Américains, le film a eu beaucoup de succès aux États-Unis, mais ça ne vous surprendra pas, beaucoup moins en Europe. Mais en tout cas, les Américains, c'est très familier, c'est devant tous les cafés, il y a ça. Donc c'est quelque chose de très réel et matériel, et en même temps quand il émerge comme ça, on dirait un truc de super-héros, hein, avec la musique, avec la musique parodique, disons, de couronnement du roi britannique, et puis évidemment quand il émerge de l'eau, alors ça a été vraiment tourné, alors peut-être pas tous les plans, mais en tout cas ça a été, il a dû se mettre à l'eau à la scène, parce que j'avais lu un truc de Jack Lemmon qui disait c'est la chose la plus dégoûtante que j'ai dû faire au cinéma, parce que la Seine était le fleuve le plus pollué d'Europe à l'époque. Je sais pas si ça a tellement changé, mais donc en tout cas il fait ça. Et effectivement voilà, ce surgissement et le fait qu'il l'ait laissé à la fin et évidemment, disons que c'est le twist absurde qui est l'équivalent de personne n'est parfait, d'une certaine façon, à la fin. C'est-à-dire c'est la surenchère, c'est le jeu de main chaude du gag. Il faut trouver quelque chose auquel on n'a pas pensé tellement. Ça dépasse le délire, tous les délires précédents. Parce que tout est délirant, finalement. La scène de bagarre avec les Macs, elle est complètement absurde. Il gagne, il s'appelle le tigre. C'est pas du tout. Rien n'est dans l'ordre du réalisme. Mais oui, je pense que c'est aussi une marque de modernité. Alors qu'on se disait, alors c'était pas pour certains Lem Show, mais c'était pour Ariane. On se disait que mais c'est bizarre, c'est en 57 ou en 59, je sais plus, Ariane. Et en fait, on dirait qu'on est 20 ans avant. Il y a un côté classique, comédie romantique à Paris, etc. Comment ça se fait que Wilder fait ça? Mais c'est délibéré en fait. Et là, je pense que le film n'est pas un film d'époque. Enfin, c'est un film qui est apparemment contemporain de son tournage. Et effectivement, c'est pas quelqu'un qui met en avant la modernité au sens où on peut la voir dans d'autres films des années 60. Et pourtant, les matières, vous vous souvenez, par exemple, les boucles d'oreilles de certaines des prostituées, en plastique comme ça qui tournent, il y en a une comme ça en spirale rouge, les couleurs, etc. sont d'époque, sont années 60. C'est pas ça renvoie pas à un cliché de la prostituée d'avant. De même, quand elle se met à danser, c'est le seul petit bout de mini-comédie musicale qui reste, à part Alouette, à part la chanson Alouette en anglais. Quand elle se met à danser sur la table, c'est le twist qu'elle fait. Vous avez remarqué, c'est une espèce de mélange. On se dit ça va être une sorte de Charleston, et en fait c'est quand même le twist. Donc en fait c'est comme des marques de modernité un peu étouffées.
et qu'il y a aussi, je pense, dans les... Alors à la fois, moi je vois ça pour les super-héros, le fait que le type ce soit une sorte de super-héros, et dans les références à d'autres films. Donc Lolita de Kubrick, celle qui se fait appeler Lolita et qui a comme Sue Lyon chez Kubrick, les lunettes en forme de cœur. Il y a des références au canon de Navarone. Enfin, voilà, il y a des références à d'autres films. Voilà, il y a des références à d'autres films qui ancrent quand même le film dans son temps, mais de manière toujours assez délibérément, je pense, détournée, étouffée. C'est pas quelqu'un qui veut donner des gages de modernité et surtout pas formellement. Il ne veut pas faire moderne, faire années 60 dans la façon dont il filme. Tout à fait. My Fair Lady aussi. Oui, The rain in Spain stays mainly in a plain. C'est une citation. Les Alors, diaboliques. si tu veux prendre la parole, Martine, je te prie de prendre le micro, s'il te plaît. La dame en vert. Bon, pour la dame en vert, le micro. Irma la pas douce. Oui, je ne sais pas de quand date Les Diaboliques, mais c'est vrai que le plan de la fin, quand il sort de l'eau, Oui, c'est complètement nourri de cinéma de son époque. C'est pour ça que c'est... Comment dire, même il y a des références, à mon avis, à Ariane, à son propre film à Paris. Voilà, il brasse des références de cinéma contemporaine. Et il recite Nobody is Perfect au début du film. Oui. Et oui, enfin voilà, moi j'ai pensé effectivement à la fin au Diabolique. Oui, il y a beaucoup de références. Mais alors, My Fair Lady, en fait, il fait référence à la comédie musicale de Broadway, parce que je crois que le film est postérieur à celui-ci. Oui, mais je pense qu'il était en cours. Oui, d'accord. Parce qu'il me semble, on l'a montré ici, il me semble que c'est de 64. Oui. Et de toute façon, effectivement, c'était depuis longtemps à Broadway, et je pense que cette chanson, elle est dedans. Elle n'est pas que dans le film. Et effectivement, on pense beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de rapports avec certains M-shows. Oui. Et enfin, bon, les scènes cultes, moi, j'adore cette scène quand il n'arrive pas à réaliser que le Lord, c'est lui, quoi. Ah oui, ça, c'est excellent. Oui, cette scène, elle est géniale, quoi. Cette scène, disons, de la dissociation, c'est-à-dire quand on va trop loin, on a tellement réussi son déguisement, en fait, qu'on est passé de l'autre côté, hein, qui justifie la dernière scène du film, au fond. C'est évidemment exactement une réplique au sens de duplication de la scène de certains Lem Show, où il se fait proposer en mariage, et même quand il enlève sa perruque et qu'il dit « mais tu vois bien, je ne suis pas une femme, voilà, et je suis un homme, bien personne n'est parfait, donc on continue à vouloir l'épouser ». Et c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, passé les bornes, il n'y a plus de limite, lui-même est pris. En fait, c'est le schéma narratif de quasiment, je pense, tous les Wilder. Et de plus en plus, ça devient, plus on avance en temps et plus ça devient faisandé, je dirais, comme schéma narratif, c'est-à-dire des combines, on peut dire. Hein, je fais référence là à un film qui fait après, encore avec Jack Lemmon, qui est La Grande Combine, et qui est que, en fait, les gens s'inventent justement des histoires, des scénarios dans lesquels ils s'insèrent, ils se présentent, pour s'arranger en fait, pour s'arranger avec la vie, pour mentir, pour pouvoir obtenir des choses, de l'argent, enfin voilà, ils se font des systèmes, quoi, des arrangements, et en fait, la vie normale, quoi, comme nous tous, juste un peu plus compliquée, et en fait, ils sont pris à leur combine, ils sont pris à leur propre piège et ils n'arrivent pas à s'en dépatouiller. Donc c'est le cas dans certains Lem Show, où c'est très bien qu'ils soient travestis parce que comme ça leur permet d'échapper aux gangsters, mais ensuite ils s'aperçoivent qu'ils doivent vivre comme l'autre moitié de l'humanité, se faire tripoter dans les ascenseurs, se faire harceler, etc. Et donc là ils s'aperçoivent que ils se sont mis dans de beaux draps parce que être une femme, en fait, ça implique d'autres complications. Là, c'est pareil. Donc, à chaque fois, on a pareil, le type dans Embrasse-moi idiot dont je vous parlais. Je vous résumais le film, c'est très compliqué. Évidemment que tout ça entraîne des quiproquos, ça fait des nœuds scénariques. Et à chaque fois, donc, il enferme son personnage dans un scénario
dont en fait il n'est pas le maître. Et vous remarquerez que dans ce film-ci, le maître, entre guillemets, le metteur en scène, c'est Moustache. C'est Moustache, oui. Ouais, c'est l'alter ego, disons, du metteur en scène, c'est Moustache, et que c'est intéressant dans la réflexion sur qui organise quoi, enfin, qui met en scène qui et qui tire les ficelles, parce que lui, en fait, il ne peut pas s'empêcher de dire, mais c'est un génie. Et en fait, enfin, c'est du génie, et l'autre croit qu'il parle de Jack Lemmon, et en fait, non, il parle de lui-même. C'est moi l'auteur. C'est génial. Et on s'aperçoit ensuite que ce qu'il disait au Mac à Hippolyte était en fait un piège qui lui tendait pour qu'Hippolyte apporte la police près de la scène. Donc c'est encore un récit enchâssé pour se libérer du piège qu'on a soi-même élaboré en croyant qu'il allait nous libérer et puis on s'est fait enferrer. Il faut un autre récit, hein, c'est toujours ça, that's another story, il faut une autre histoire pour le re-raconter différemment, et en l'occurrence, la dernière histoire ou l'avant-dernière histoire, c'est ça, c'est-à-dire le refaire un personnage. Je pense que c'est ça, il parle vraiment de ça, de l'écriture, recréer un personnage, c'est la résurrection, disons, d'un personnage, écrire un personnage, le faire émerger. C'est ça un personnage, c'est un parapluie, une moustache. Ça m'a quand même fait penser, alors peut-être parce que le Lord a ce bouc et cette moustache, ça m'a fait penser à Siletsky, hein, dans la scène la plus géniale de Lubitsch, si vous êtes venu voir ou revoir To Be or Not To Be, cette histoire de barbe qu'on tire pas, qui est vraie, fausse, enfin voilà. Je spoil rien pour ceux qui l'ont pas vu, parce que c'est le genre de truc on oublie tellement la façon dont c'est amené que de toute façon, quand on le revoit, on trouve ça génial. Mais moi, je pense que Wilder se souvient de cette intrication incroyable qu'il y avait autour de Siletsky, du vrai faux espion à vraie fausse barbe. Oui, puis la scène qui est drôle aussi, c'est lorsqu'il il dit qu'il va l'épouser et qu'elle lui répond « mais je peux pas me marier. Pourquoi ? Parce que t'es pas le père. » Donc il est pris dans son propre piège finalement. Mais ça fait rien, je t'épouse quand même. Oui, mais alors là où c'est encore mieux tressé, je pense que c'est parce que il met un personnage d'emblée dans des codes qu'il ne connaît pas, et qui sont les codes, on pourrait dire, de l'honneur, enfin les codes du monde, du milieu de la prostitution, avec en fait qui est l'inversion, hein, là encore un grand procédé wilderien, mais on retrouve ça chez Hawks aussi, à savoir dans le milieu, dans la pègre, c'est la femme qui travaille, et c'est un honneur que son mari ne travaille pas, parce que ça veut dire que donc elle a suffisamment de clients pour entretenir son homme, etc. Et bon, il sait très bien que c'est un cliché, Wilder. Il sait très bien qu'il joue avec quelque chose qui est très limite et qui correspond pas à une réalité absolue sociologique. C'est pas Godard qui va chercher des reportages sur la prostitution et qui fait vivre sa vie. C'est pas ça. Mais en même temps, c'est intéressant pour lui, à mon avis, ce milieu et ces codes-là, ou ces codes présumés, sont intéressants parce qu'ils inversent un autre cliché que lui voit clairement comme un cliché, et qui est la housewife, qui est le fait que la femme ne travaillerait pas parce que son homme travaillerait. Donc pour lui, c'est autant un cliché l'un que l'autre, donc il peut tout à fait l'inverser. Et le film, quand même, pendant très longtemps, raconte ça, c'est-à-dire l'immersion de ce personnage, entre guillemets, naïf, enfin Jack Lemmon, dans tous les films, pas seulement de Wilder, dans les Q-corps dans lesquels il débute, il y a quand même cette part de candeur, d'américain un peu qui est blank slate, hein, qui est une plaque comme ça qu'on peut impressionner. Et le policier, c'est ça, c'est quand il arrive c'est vraiment le défilé. Quand il arrive dans cette rue, c'est ça, il va apprendre les codes un à un. Et là où c'est burlesque, et ça c'est très Chaplin, Wilder aime beaucoup Chaplin, non seulement la démarche avec la matraque, ça fait penser à Chaplin, mais tout simplement aussi le fait le système même du burlesque, c'est-à-dire que non seulement il se fait pas démolir, finalement il se fait pas démolir par Hippolyte, mais en plus la suradaptation, hein, le personnage qui a l'air le plus physiquement faible, en fait il va dominer, il va devenir le président des macros.
Donc il y a toujours cette inversion. Je pensais pas à cette scène, je pensais à la scène de la fin où elle ne sait pas qu'il est les deux personnages, c'est ça. Et alors, je voulais savoir... Oui, ça inverse. Oui, je disais ça parce que là où c'est aussi drôle peut-être cette scène, c'est drôle parce que c'est effectivement lui-même le père. Mais c'est drôle aussi parce que finalement, il montre une prostituée qui moralise, pour qui c'est très... Alors qu'elle-même est née sans out of wedlock, hors mariage, etc. Et qui, en fait, met les points sur les i. Effectivement, comme on pense à To Be or Not To Be, est-ce que Billy Wilder, il était scénariste sur To Be or Not To Be Alors non, il n'est pas scénariste, mais... il connaît ça par cœur et bien sûr que c'est tellement génial, To Be or Not To Be. Oui, alors moi c'était la première fois que je le voyais, donc effectivement tout ce que j'entends, je ne sais pas combien de films j'ai vus là. J'ai l'impression de passer différents états. Au début, on ne sait pas si c'est vraiment drôle, c'est un peu pathétique finalement leur histoire. Et sur la fin, ça devient burlesque, on a l'impression de basculer vraiment dans un autre film. Même les personnages qui étaient un peu en retrait passent en devant, parce que Moustache passe carrément en devant. Et on a l'impression, même dans on va dire, le dernier quart d'heure du film, d'être carrément dans un autre film, avec des scènes un petit peu folles. Et tout ce qui se passe, d'ailleurs tous les personnages qui reviennent, qui machin, permettent à chaque fois d'expliquer, parce que le seul moyen qu'il ait de sortir de prison, c'est de faire revenir le Lord. Donc c'est vraiment des idées géniales de la part de Moustache de le faire revenir, puisqu'a priori c'est lui qui repense à un moyen de faire sortir. Donc le seul moyen qu'il avait de sortir de prison finalement, c'était de le faire revenir. Et même sur la fin, quand il y a un vrai Lord apparemment qui serait là, permet aussi d'expliquer que elle, personne, tout le monde sait que c'était lui finalement le Lord, mais elle, on lui dit pas. Donc le seul moyen pour qu'il y ait un autre Lord, c'est qu'il existe en vrai. Et ça, c'est la base. Moi, c'est comme ça que je le vois. À mon avis, vous êtes trop rationnel. Parce qu'à la fin, finalement, elle lui dit bon, t'es pas le père de mon enfant, mais il lui dit toujours pas qu'il est le Lord. Mais finalement, tout le monde est au courant, puisque Moustache le sait, les autres Lascar le savent, puisqu'ils vont déjà mettre leurs fleurs pour aller au mariage. Et en fait, la seule qui sait pas qui faisait les deux personnages et qui le saura jamais, c'est elle, puisqu'on se dit à un moment il y a bien quelqu'un qui va lui dire quand même que c'était lui, puisque ça se dit à aucun moment. Et le fait qu'il arrive à la fin, enfin qu'il y en ait un qui apparaisse, ça permet encore d'expliquer, donc de dire voilà, il n'y a pas besoin de lui dire, puisque finalement il est revenu pour de vrai, quoi. Oui, alors je vois ce que vous voulez dire, et moi ce que je retiens de votre intervention, délibérément, je retiens le fait que vous pointez que finalement, pendant tout le film, il y a un suspense, parmi les autres choses qu'on suit en tant que spectateur, c'est mais quand est-ce qu'il va lui dire à elle ? Parce qu'il est en train de perdre son amour, là. Ouais. Il est en train de perdre son désir, elle le désire plus, elle croit qu'il est indifférent, elle croit qu'il est brutal, etc. Quand est-ce qu'à un moment, il va enlever ses dents et voilà, et il le fait pas. Et effectivement, pourquoi dans l'écriture du scénario ça n'est pas, il n'y a pas ce moment qu'on attend, qui est en fait ce moment de la reconnaissance, hein, on pourrait dire. Dans une tragédie, ce serait ça. Un moment où on se reconnaît dans un mélodrame maternel, tout à coup, mais c'est, par exemple, le Kid, voilà, c'était ma mère, en fait. C'était pourquoi il n'y a pas ça ? Et ça, moi, je trouve intéressant. D'abord, d'une part, dans le côté non conformiste, enfin amoral, d'une certaine façon, de Wilder, y compris dans cette économie des personnages, de qui c'est quoi, de qui écrit les rôles des autres, comme Moustache, enfin, qui est cette espèce de scénariste, réalisateur tout puissant et en même temps un peu bête, qui d'ailleurs devait être joué par Charles Laughton, mais il est mort, ce qui aurait été, à mon avis, il aurait été joué de manière encore plus belle par l'automne, mais bon, bref, c'est une autre histoire, comme il dit lui-même. Mais bon, moi j'ai pas cette lecture de la fin, c'est-à-dire, mais c'est intéressant parce que ça veut dire le récit de qui, disons, ça pose la question du point de vue au cinéma, c'est-à-dire que à quel point de vue on est encouragé par la façon dont l'histoire est racontée, à quel point de vue on est censé
s'accrocher, nous, en tant que spectateurs, parce qu'on est toujours en train de chercher qui dit la vérité, enfin, est-ce que ce qui nous est raconté ou ce qui nous est montré est vrai. Et donc, ce que vous dites, c'est que finalement, enfin, ce qu'on peut interpréter de ce que vous dites, c'est que ce retour d'un autre Lord X à la fin, tout à coup, nous met du côté du récit de la femme, qui est validé, quoi. Alors qu'avant, elle était un peu, pas le dindon de la farce, mais enfin, elle était effectivement la seule à qui c'était pas venu à l'idée que c'était la même personne, alors qu'elle était la plus proche. Moi, je pense que c'est intéressant qu'il laisse aussi ce trou, enfin ce point aveugle pour le personnage d'Irma, parce que justement, il faut qu'elle reste, alors c'est peut-être un hommage à Lubitsch d'une certaine façon, il faut peut-être qu'elle reste la femme qui aime deux hommes d'une certaine façon, et non pas ce côté très péri-bourgeois, comme il lui a dit plusieurs fois, de tout remettre ensemble, hein, que tout rentre dans l'ordre, que les deux moitiés de Jack Lemmon, que les deux moitiés soient trop remises ensemble. Moi, quand même, je vois ça. C'est-à-dire que même la fin de certains Lem Show, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le type, il est à la fois un homme, il le dit, et il est à la fois une femme, puisqu'il va pouvoir être épousé. Enfin, voilà. Il ne faut pas que ça rentre dans l'ordre. Oui, moi, c'est parce que c'est la première fois que je le vois. Peut-être qu'après... Mais après... Parce que vous l'avez vu souvent, et du coup... C'est pour donner justement l'impression qu'on en a au premier coup. Mais après, en le revoyant plusieurs fois, vous avez aussi vu plein de films. Vous vous souvenez, dans certains Lem Show, ça commençait par les gangsters, ça continuait. Et c'était peut-être pour celui-là que vous aviez dit ça aussi. J'ai l'impression d'avoir vu plusieurs films. Mais je ne crois pas que c'était pour celui-là, d'ailleurs. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus riche. Donc, on parlait justement de Chaplin. Moi, ça m'a beaucoup marqué à plusieurs moments. Alors, notamment ses striptease à lui. Oui. Et quand il s'évade de la prison, j'ai trouvé que c'était très film muet. On a l'impression qu'il y avait un film, comme si on faisait... on arrête le film, on vous montre un petit moment, un petit truc. Et ça me faisait beaucoup penser au muet entre la musique et la façon de déplacement, notamment quand il s'évade de prison avec le truc. Et c'est vrai que ça projette dans d'autres films. Ça fait un peu bizarre mais c'est agréable parce qu'on a l'impression de voir plusieurs films. Il fait travailler Jack Lemmon comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même derrière cette idée de Chaplin, même avec le chapeau. Mais il y a aussi, je pense, un fond hollywoodien classique plus large. Par exemple, le chapeau melon trop grand, et le type qui se regarde dans le miroir et qui trouve que son chapeau melon est trop grand, c'est exactement dans le film de Léo McCarey, qui est cette sacrée vérité avec Cary Grant, film génial, comédie de remariage génial, où c'est exactement ça. Il prend le chapeau en fait de celui qui croit est son amant, et puis il le met, et donc il voit que c'est pas le sien, et bon, bref. Donc par exemple, ça peut aussi venir de ça. Je certifie pas que ça vient de ça, mais ou de même le striptease, ce que vous appelez le striptease, effectivement, qui est un plan assez long quand même. Enfin, c'est assez long, c'est voire pénible. Enfin, ça fait penser au striptease de Clark Gable, au déshabillage de Clark Gable dans New York, Miami, quand il dort dans la même chambre de motel que Claudette Colbert, et d'une certaine façon qu'il la menace d'aller plus loin dans son déshabillage du soir. Donc je pense que Wilder, c'est vraiment un bouillon de culture du cinéma hollywoodien, tout compris, de toutes époques confondues. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai juste une question par rapport à l'évasion de la prison, justement, parce que c'est assez spectaculaire. Et là, pour le coup, on perd le spectateur. Je pense qu'il y a un risque de casser complètement le réalisme, même si les situations jusqu'ici sont plus ou moins vraisemblables, et surtout quand il ressort de l'eau. Ah oui, pourquoi il écarte les barreaux comme ça ? Mais oui, là, c'est too much. Enfin, je pense que là, vraiment, le spectateur qui a suivi le film jusque-là, en général, il est un petit peu interloqué. Il se dit, ouais, mais là, c'est trop, là. Mais c'est intéressant que vous ayez tenu jusque-là, j'allais dire, parce qu'il y a des spectateurs qui, dès le début, dans la rue Casanova, en plus la rue Casanova, qui est un peu l'équivalent de la rue Saint-Denis, mais déjà cette espèce d'étalage, de mise en rapport des étals, des halles et puis des étals féminins et leur posture complètement outrée, pour certains, c'est déjà trop.
Donc, vous voyez, vous avez tenu jusqu'au moment où il écarte les barreaux, mais on pourrait tout à fait, à plein d'autres étapes, dire non, mais là, le délire, ça va bien, quoi. Ou bien, justement, le fait qu'elle ne reconnaisse pas le lord anglais, ou bien... En fait, quand on essaye de mettre comme ça à quel moment ça devient trop, je pense que selon les visionnages qu'on a, ça peut être dès le début, et là, c'est dommage parce que c'est long. Soit on repousse peut-être de plus en plus. Si par exemple on a vu French Cancan de Renoir, qu'on avait passé une année, qui date de 10 ans plus tôt, on a un travail des couleurs, on a un travail de... D'ailleurs, on a Jean Gabin qui choisit un chou au marché à Montmartre au début du film. C'est pas non plus réaliste dans le sens où ce Paris-là, dans ces couleurs-là, d'une certaine façon, on l'a déjà vu. Enfin... c'est pas toujours le réalisme qu'on attend au cinéma aussi, je dirais, parce qu'on a une mémoire de spectateur, de comment une ville comme Paris ou une ville comme New York, enfin voilà, des grandes villes ont été représentées déjà dans le cinéma. Donc, mais oui, je suis d'accord que quand il écarte les barreaux, on ne peut pas croire qu'on soit dans un régime réaliste. Si on doutait encore que c'est pas... que Wilder il joue toujours à pousser le curseur plus loin de ce point entre réalisme et fantastique même, là on voit que voilà, ou réalisme et burlesque, pour moi effectivement c'est plus Chaplin là quand il fait ça, Charlot s'évade quoi. Oui. Oui. Oui, j'aurais une question par rapport à la scène à l'hôtel où elle va soigner, entre guillemets, ses problèmes sexuels en l'allongeant. Et est-ce que c'est une allusion à la psychanalyse ? Parce que quand je vois le lord allongé, je me dis, mais on croirait que c'est Freud qui est allongé, donc c'est la... Enfin, c'est inversé, quoi. Ouais. Voilà. Alors, je sais pas si... C'est beau, toutes nos projections. On va faire un film avec. Voilà, je sais pas s'il faisait une allusion à ça. D'abord, j'adore votre idée de la psychanalyse, qui est quand même très particulière. Ce serait drôle si la psychanalyse était... deuxième réponse que je fais toujours de biais. Deuxième réponse, vous savez d'où ça vient si vous avez vu ou si vous étiez là à certains Lem Show. Je ne sais pas si vous étiez là à certains Lem Show. Non, vous étiez là. Il y a cette scène dans le yacht où Tony Curtis joue un impuissant. Alors, il ne dit pas le mot impuissant, mais enfin, il est vraiment très, très direct aussi auprès de Marilyn Monroe, et où Marilyn Monroe s'emploie avec avec une grande force à le réveiller, à le réveiller sexuellement, et notamment en disant qu'elle a une expérience là-dedans parce qu'elle vendait des baisers pour un organisme de charité. Donc c'est exactement, quand même, la scène est calquée là-dessus. C'est pour ça que Irma la Douce, d'une certaine façon, on pourrait dire recycle, mais on peut aussi parler de politique des auteurs. Enfin, c'est normal, on fait un peu toujours le même film, qu'on soit Hitchcock, Truffaut ou... Peut-être pas Godard, mais en tout cas, peut-être Wilder. Voilà, c'est normal, on revient toujours à ses propres... Et puis, troisième réponse, la psychanalyse à Hollywood, gros dossier, un jour on fera une saison entière, c'est quelque chose de très, très présent dans la vulgate hollywoodienne, quoi. Ça, c'est à la fois... C'est très marqué sur les gens d'origine européenne comme l'était Wilder, mais en fait c'est déjà complètement dans les mœurs scénaristiques hollywoodiennes d'intégrer la vulgate psychanalytique. Donc je dirais pas que c'est spécifiquement représenter Freud lui-même allongé, mais en tout cas clairement il a à l'esprit les différentes techniques et le fait qu'il y a un lien entre thérapie et sexualité, disons, qui est quand même au cœur de la cure, et qu'il y a un lien entre, et là encore ça rejoint ce que je vous disais sur le film, dans le sens où il est méta-narratif, si on veut, il est réflexif, il
il est théorique aussi sur ce que c'est que raconter des histoires et que c'est ça qui fait vivre, quoi. C'est ça qui fait surgir des personnages de toutes pièces. Là aussi, comment elle lui ramène sa libido par purement des mots, en fait. On pourrait croire. C'est là où c'est intéressant quand un metteur en scène retravaille ses propres films, ses propres scènes. Donc, dans la scène de Certains l'aiment chaud, Marilyn l'embrasse de manière la plus sexy possible. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'elle est assise et on la voit juste parler. Et elle parle et elle évoque des fantasmes sexuels, mais uniquement par la parole. Et ça aussi, pour moi, malgré tout, et l'air de rien peut-être, c'est une marque de modernité. C'est-à-dire que pendant ce temps, en Europe, dans la nouvelle vague, par exemple, et dans la post-nouvelle vague qui arrive, est en train de s'élaborer l'idée que le cinéma, ça peut être uniquement filmer quelqu'un qui parle. Et en fait, ça suffit à faire image. Vous voyez tout le cinéma de Jean Eustache, par exemple, enfin pas tout son cinéma, mais une grande partie de sa filmographie, où il filme juste quelqu'un qui parle et des gens qui écoutent. Et ça fait image. Donc voilà. Je pense qu'il n'a pas l'air du tout d'être comme ça, un cinéaste très moderne, mais il y a tout dans son film. Oui. Ah oui, Laurel et Hardy, oui. Ah, ouais. Mais il y a toujours un jet comme ça, parce que pareil, dans Certains l'aiment chaud, il y a le pchit, le jet pulsionnel de la locomotive quand Marilyn Monroe arrive sur le quai. Donc, ouais. Bonsoir, oui, moi j'ai également trouvé ce film fascinant pour les raisons qui ont été largement évoquées ce soir. Donc, je voudrais juste dire un mot sur un thème qui est original en ce sens qu'il est placé sur la figure masculine. Le thème de l'ingénuité, je trouve que c'est en tout cas le point de départ du film. On a l'impression, ce gendarme sorti un peu de nulle part, une innocence d'ailleurs, on a l'impression qu'il est presque puceau d'ailleurs au début du film. Et on retrouve ça, un film qui est français d'un genre assez différent, qui est de Serge Corbert, qui est L'idiot du village. Non, Un idiot à Paris, pardon, pas L'idiot du village, Un idiot à Paris, qui est adapté d'un roman de René Fallet. Où on a des choses très très proches. On a aussi effectivement un innocent monté à Paris et qui est effectivement qui vient un peu à l'être justement à travers sa rencontre avec une prostituée. Le film finit par un mariage aussi dans L'idiot à Paris. Et on a aussi le décor des Halles. Je crois que c'est Serge Corbert qui est réalisateur et Jean Lefebvre qui joue le rôle de l'idiot et dont le film vient d'un auteur régionaliste, donc un auteur auvergnat, René Fallet, à qui on doit aussi La soupe aux choux, d'illustre mémoire aussi. Voilà, et j'aimerais savoir, pour terminer peut-être par une question, si ce thème de l'ingénuité masculine est aussi présent peut-être dans le cinéma américain, ou est-ce qu'on a vraiment quelque chose de très spécifique à ce film-là? Oui, je dirais quand même une part de burlesque, que ce soit Harry Langdon, pour qui par exemple Frank Capra a travaillé donc pendant la période muette. Finalement, on peut dire que Buster Keaton aussi, il a une part d'ingénuité dans son rapport aux femmes. Même Chaplin, je pense pas, parce que Chaplin, le personnage de Charlot est vraiment plus un satire au début. Il s'assagit, enfin, il devient plus un personnage avec une psychologie et quelque chose de complexe un peu plus tard. Donc je dirais plutôt pas Chaplin, mais par exemple Harry Langdon, qui a quelque chose de très, vraiment très très innocent. Et puis ça se transporte dans l'âge vraiment classique, c'est-à-dire le parlant. Je dirais avec la trilogie des Messieurs de Frank Capra, avec Gary Cooper principalement, mais aussi avec James Stewart, c'est-à-dire ces personnages qui sont toujours à la limite c'est un travail d'écriture pour faire que nous, spectateurs, on mette quand même notre billet identificatoire dans le personnage, parce que on se dit, s'il est trop innocent et trop naïf, on ne va pas accrocher. Et en fait,
alors que ce soit Monsieur Smith au Sénat, que ce soit L'homme de la rue avec Gary Cooper, même d'une certaine façon La vie est belle, mais c'est plus tardif. Voilà, on a ces personnages, ces grands acteurs américains, mais notamment Gary Cooper à cause de son physique, à cause de ses yeux et tout ça, qui accrochent quelque chose de cette ingénuité, je dirais, native, pas au sens amérindien, mais native philosophiquement, disons, de l'Amérique, quoi, on appelle ça comme figure un peu cliché américaine, the American Adam, l'Adam américain, hein, c'est-à-dire cette figure de l'individu qui a quelque chose d'enfantin. Mais que ce soit chez Capra ou même ici chez Wilder, qui est quelqu'un de beaucoup plus cynique, on pourrait dire, enfin, en tout cas sarcastique, cette figure-là, c'est jamais une figure, il ne faut pas que ça devienne une figure d'idiot, justement. C'est quelqu'un qui évolue au contact notamment de femmes, et notamment de femmes très dessalées, très intelligentes, voire manipulatrices, et qui comprend quelque chose. Et donc la première phase, c'est il est scandalisé, indigné, il veut quitter ce monde cruel, voilà, il peut plus faire confiance à rien, et puis finalement, il trouve la façon de s'insérer quand même dans ce monde-là. Là, effectivement, vous disiez, il est sans doute puceau quand il arrive policier. Elle en parle d'ailleurs, elle lui demande combien il a connu de femmes. 3, peut-être pas quand même, répond-il. Et en fait, il y a une sorte de, entre guillemets, de dépucelage visuel dans la façon dont est filmé la première fois où il regarde les prostituées. On a vraiment l'impression que ça passe d'abord par la vue. Et c'est pas seulement qu'il soupçonne que c'est des prostituées, comme il le dit un peu plus tard, mais c'est qu'il se passe quelque chose pour lui, quoi, dans son rapport au monde. Dans le fourgon, en fait, symboliquement, il est quasiment violé. Enfin, oui, dans le fourgon, il est violé, enfin, c'est ça qu'on comprend. Le coup est parti, je ne sais plus, il dit. Oui, il dit ça. Il dit, alors c'est « it went off hein, », c'est ça. Oui, donc, ce qui est la même plaisanterie... parce que oui, c'est ça, elle dit they were pulling your leg, hein, ils vous faisaient marcher, hein, c'est-à-dire littéralement, elle vous faisait marcher, c'est-à-dire elle tirait votre jambe, hein, et il dit it almost came off, hein, elle a failli partir, mais il y a ce jeu sur la jouissance masculine. Donc oui, c'est deux scènes, c'est-à-dire il arrive, il les voit, il y a un effet d'abord visuel, et puis ensuite on passe aux travaux pratiques, et c'est quand même lui qui les met toutes dans le fourgon. Donc là encore, la psychanalyse, son inconscient fonctionne bien. Et puis, il commence en le faisant par une grande sonnette, un bon coup de sonnette. Voilà. Et c'est ça, c'est cette lourdeur-là qui caractérise Wilder et à laquelle il ne veut surtout pas renoncer. Je veux dire, c'est pas... Et juste une dernière chose, je vous disais, il provoque la censure d'une certaine façon. Enfin, on a l'impression qu'il prend presque à partie la censure, pas seulement parce qu'il met en scène... la prostitution, quoique au début, je trouve que quand on la voit ou on voit d'autres prostituées monter, enfin voilà, il y a ce côté, je vous décris les mœurs de la prostitution, c'est assez frontal, et c'est après qu'on est pris dans toute leur histoire, mais au début, c'est quand même, il y a un petit fond sociologique, et on les voit effectivement monter avec le client, là, le premier client, c'est quand même... juste un métier qu'on est en train de montrer. Mais donc, je disais, il s'adresse peut-être à la censure, outre ce jeu de mots sur MPPA, MPAA, quand Moustache dit, et ensuite, Jack Lemmon va le reprendre à son compte, Moustache dit, alors, ça, haïr, on peut. Ça, on a tous les droits. Quand il s'agit de la haine, il n'y a pas de problème, la liberté d'expression, etc. Mais par contre, l'amour, alors là, non, tout de suite... Et finalement, cette réflexion-là, elle est très intéressante. Parce que le film de guerre, ça, il n'y a pas de problème, la censure. Mais par contre, le Code Hays va régimenter les minutes du baiser, ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir. Outre le fait qu'ils finissent par un accouchement, qui est aussi l'une des actions qu'on ne peut pas montrer dans le Code Hays, voilà, je pense que là, il est en train de dire quelque chose... à la censure. C'est Wilder qui s'exprime par... Oui, c'est ça. Oui. Il y a toujours ces deux... Enfin, toujours. Dans les films, disons, les plus intéressants, et en tout cas dans ceux de Wilder, il y a quand même toujours cette capacité
à dire quelque chose du cinéma en même temps qu'on montre des personnages qui vivent des aventures. Si le film arrive à faire les deux, je trouve qu'il y a quelque chose de très satisfaisant et qui n'est pas de l'ordre de me semble-t-il, de la surinterprétation folle. Enfin, ces gens ont travaillé énormément à l'écriture de leurs films et le Hollywood classique est très auto-réflexif au fond. Et ça va se détériorer, ça va se dévoyer, si vous voulez, en choses beaucoup plus théoriques et voyantes, mais ça n'a pas besoin. Ça peut rester à ce stade, je pense. Oui. En fait, je ne sais pas si vous êtes familière avec la notion de fonction fatigue en linguistique. De pure relation à l'autre. C'est ça. Et pour moi, moustache, c'est une fonction fatigue sur patte. En fait, fonction fatigue, c'est la manière dont l'auteur va parler au lecteur, mais directement. Et ça peut se... Et voilà. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est si je voulais... Moi, ce qui m'intéresserait là, parce qu'il n'a aucune utilité narrative. Moustache, aucune. Son petit truc, ça pourrait être des coïncidences, ça pourrait être des trucs. Lui, il n'a aucun rôle. À part, mais je vois dans cette inutilité la double utilité du langage... justement, qui parle à celui qui l'entend finalement. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est un travesti à la base. Il n'a pas de moustache. Il se les fait pousser pour. Et pour moi, ça symboliserait l'incarnation de Wilder à travers son propre film. Oui. Voilà. Oui, je suis d'accord, effectivement. Et il est effectivement dit, vous vous souvenez, ça coûtait moins cher de se faire pousser la moustache que de changer l'enseigne. Et ça, on peut aussi l'entendre comme la condition de l'exilé à Hollywood, d'une certaine façon. C'est-à-dire Wilder, immigré, qui est devenu l'un des... qui a fait partie de la quintessence hollywoodienne, comme Lubitsch avant lui. Mais cette idée que... qu'il y a une façon de sans cesse se réinventer, qu'on soit contraint à le faire, n'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais au contraire, que ça finit jamais et qu'en spirale, on peut tout être. Ouais. Oui, et le dialogue dont le film se trouve être le canal entre Wilder et ceux qui peuvent l'entendre d'une autre oreille, je le vois bien dans tous, je le verrai bien, j'irai bien le décrypter dans tout ce que raconte Moustache. En fait, ça serait, si j'avais le loisir de disséquer le film, j'irais m'intéresser en priorité à tout ce que raconte Moustache. Voir juste ça. Ouais. Oui, parce que quand vous dites qu'il n'a pas de rôle, effectivement, il n'a pas de rôle dans le sens où il les a tous. C'est celui qui écrit. C'est le narrateur et le metteur en scène d'une certaine façon. C'est ça. Mais on le sort. L'intrigue reste la même. Il n'y a pas de problème. On peut s'en sortir avec des coïncidences. C'est moins bien. Ah, c'est moins bien. C'est clair. Oui. D'où le fait qu'il est effectivement derrière son comptoir et que c'est lui qui a le pchit. C'est aussi. Alors, je dis pas que c'est la caméra, mais d'une certaine façon, il y a quand même ça. C'est-à-dire que... derrière le comptoir. C'est lui qui appuie sur les boutons. Oui, tout à fait. Le Deus ex machina vient de lui. Mais c'est ça qu'il y a toujours chez Wilder, c'est que, justement, ce qui est de l'ordre du Deus ex machina, c'est-à-dire sur un théâtre, ça viendrait du ciel, il viendrait du ciel, Lord X. Et là, non, il vient de la cave où on entrepose les tonneaux et
Et il faut vraiment voir qu'on appuie sur un bouton, quoi. On voit le type, on voit le moustachu derrière son comptoir qui appuie sur le bouton. Donc c'est important qu'il y ait cette matérialité-là, et même, je dirais, ce matérialisme, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une réflexion là-dessus, sur l'idée que peut-être, qui est peut-être une idée très américaine, que l'argent, c'est que du flux, en fait, qu'il n'y a pas de capitalisation, que tout ça, tout ce qui est dépensé sera récupéré, que tout investissement reviendra dans son escarcelle, etc., qu'il y a une espèce de rêve de libéralisme heureux. Et en fait, quand même, il montre comment c'est grippé et comment tout ça est poisseux. Comment tout ça, derrière, il y a du travail, il y a de la sueur, il y a des morts, il y a quelque chose de très matériel. Et ça aussi, je trouve ça assez beau. Et en même temps, il n'a pas besoin de se placer d'un côté ou de l'autre, disons. Politiquement, il n'a pas besoin de faire une théorie qui serait, lui, sa théorie. Il peut tout intégrer. En tout cas, merci de votre patience et de votre présence. Merci Charlotte, on se retrouve... Et on se retrouve... J'ai oublié la date, en juin, de toute façon. Mi-juin, encore à 19h30, je crois. Oui, tout à fait. Donc attention. Pour Fedora, encore un film délirant, fou. Et on vous dira ce qu'on fait l'année prochaine. Alors oui, et puis alors on aura une présentation d'un petit court-métrage aussi avant Fedora. Voilà, d'un réalisateur qui est déjà venu montrer son travail. Et juste j'en profite aussi pour dire qu'il y aura une petite séance de rattrapage, enfin pour ceux qui n'étaient pas venus voir La Garçonnière il y a plusieurs années, parce que c'était... En fait, on l'a pas programmé dans le cycle cette année, parce qu'on l'avait déjà montré il y a plusieurs années, en fait, parce qu'il aurait eu toute sa place, évidemment. Et donc, je ferai une séance de rattrapage en juillet. Voilà. Ah oui, chef-d'œuvre absolu. Hein. En plus, là, il était vraiment restauré magnifiquement. Donc, avec Jack Lemmon et Shirley MacLaine, à voir absolument. Ouais.